Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui suite à vos nombreux votes. Eh bien, pour une story time, on va dire horreur, c'est totalement de l'horreur, concernant une histoire d'un enfant qui malheureusement pour lui était, selon ces mauvaises personnes, un enfant Zohri. Donc, je vais vous mettre ici la liste des votes. Vous avez été, comme vous le voyez, nombreux à participer et je vous en remercie. J'espère que vous allez bien. C'est aussi une vidéo un peu spéciale car je tiens à vous remercier chacun et chacune car vraiment, je n'aurais jamais osé espérer ni même rêver atteindre un jour sur YouTube ce beau chiffre, 50 000 abonnés. Vous êtes vraiment... Ouh, je vous aime d'amour. Merci, 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 merci. J'espère qu'on sera encore plus. Mais déjà 50 000 sur YouTube, c'est énorme. Pour moi qui, voilà, est un parcours pas commun, qui est, on va dire, une vie un jour, je vous raconterai un peu, pas toujours rose, hein. De toute manière, comme on dit, toujours ceux qui sont le plus souriants et qui rigolent le plus, derrière, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Mais un jour, quand je pourrai et je sentirai que j'ai besoin de le faire, je vous raconterai en fait. Mais voilà, de voir où j'étais et aujourd'hui où je suis arrivée et où j'espère encore le plus loin possible arriver. Mais déjà d'être arrivée là, avec tout ce que j'ai vécu, c'est ouf. Donc, merci infiniment pour cela. Bon, trêve de blablaterie, merci beaucoup. Et oui, je tenais aussi à remercier Rita. Je t'ai croisée sur Paris en face de Arletty. Merci beaucoup de m'avoir arrêté, de m'avoir dit que tu kiffais tout mon travail et tout et tout. C'était trop gentil. Une autre jeune femme dont je n'ai plus le nom en tête, je suis désolée, mais tu m'as arrêté au Zara. Donc si tu regardes cette histoire au Zara des Champs-Élysées, là le nouveau, si tu regardes, bah écris-moi, peut-être que voilà. Et je tiens aussi à remercier un vendeur Zara. Écoutez, la plupart des gens qui vont me reconnaître, ils vont me croiser, c'est Zara. Donc c'est un vendeur Zara qui est sur Boulogne-Billancourt, qui s'appelle Djibril. Il m'a dit de lui faire une dédicace et de dire qu'il avait des locks, comme ça tout le monde va croire et savoir que c'est lui. Donc voilà, c'est bien Djibril de Boulogne-Billancourt. Merci pour tous tes conseils, un vendeur vraiment au top. Donc merci de m'arrêter quand vous me croisez, ça me fait trop plaisir de vous rencontrer en vrai, de mettre des visages derrière, parce que c'est vrai que c'est vous qui avez l'avantage sur moi. Donc voilà, ils sont choqués quand ils m'arrêtent dans la rue parce que je suis d'un caractère très timide. Donc voilà, mais n'hésitez pas hein, à venir parce que j'avais eu un message d'une cappuccinette qui m'a dit qu'elle m'avait vu sur les champs mais qu'elle n'avait pas osé venir. Mais il faut oser ma belle, ose, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je suis nature, peinture. Donc n'hésitez pas, si vous me voyez, et ben ça me fait toujours plaisir de prendre une petite photo avec vous, de même discuter avec vous. Donc voilà, trêve de blablaterie, c'était vraiment pour vous remercier de tout l'amour que vous déversez sur moi et de toute la force que vous me donnez pour continuer dans ce domaine qui, vous le savez, n'est pas du tout facile. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time totalement horreur, je vous emmène. Je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Tunisie. Tout d'abord, il faut savoir que cette histoire, quand j'étais en train de la préparer, j'ai totalement été bouleversée durant mes recherches parce que cette histoire, vraiment, elle fait trop mal au cœur. Et quand on entre dans les détails et que le puzzle commence à se mettre en place, on se dit mais c'est pas possible. Il y a des humains, ils sont carrément plus pires que les junouns, que les shaitans, que les démons. C'est pas possible. Je pense que même le démon, face à ces gens-là, il lâche l'affaire et lui-même, il est choqué. Donc, préparez-vous parce que cette histoire, elle va vous laisser vraiment sans voix, peiner et surtout face à une réalité et à des faits dont on aurait rêvé et souhaité
ne jamais entendre parler. Donc, comme je vous l'ai dit, cette histoire s'est passée en 2010 en Tunisie, dans un petit village portuaire, une petite ville qui s'appelle Benzart. J'espère que je l'ai bien dit, mes amis tunisiens et tunisiennes, ne m'en voulez pas. Donc, dans cette ville-là, vivait une famille aux revenus modestes, mais emplie d'amour. C'était la famille d'un monsieur qui va vous apparaître, qui s'appelle Mounir, de son épouse qui s'appelle Soumeya, et ils ont eu ensemble 3 enfants. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont eu 3 enfants, une fille et 2 garçons, et nous, on va s'intéresser au petit garçon qui était le dernier de la fratrie, qui s'appelait Rabi'. Donc, son père nous dit de Rabi' que c'était un élève brillant et qu'il arrivait et qu'il se démenait toujours pour être le premier de sa classe. Il a reçu énormément de récompenses à l'école. Il était tellement scolaire, tellement aussi solaire. C'était un petit garçon qui aimait vivre, rigoler, qui aimait faire toujours de la bonne ambiance, surtout quand on est le dernier de la famille. C'est quelque chose que les derniers ont cette particularité là de nous faire rire, d'être tendre, d'être attentionné. Toutes ces caractéristiques là, le petit Rabi' les avait. Rabi', il avait aussi énormément de petits amis qui venaient toujours le chercher chez lui, frappant à la porte, vous savez, comme quand on était petit là, pour dire ouais viens, tu toques chez moi que ça ma mère, ou bien mon père va pas dire non tu sors pas, vous avez connu ça. Rabi' c'était pareil, ses amis ils venaient toujours le chercher pour faire des matchs, pour jouer à chat, à cache-cache dans le quartier. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était apprécié, que ce soit par les plus grands comme par les enfants de son âge, parce que c'était quelqu'un qui était exceptionnel. Mais dans la fratrie, Rabi' c'était pas le seul petit génie, on va dire. Il y a aussi son frère et sa sœur qui sont de super élèves, qui sont brillants et qui sont tout aussi intelligents que lui. Donc les parents sont fiers d'avoir de tels enfants. Ils les couvrent d'amour et tout se passe bien. Et même au sein du couple, c'est-à-dire de Mounir, le père, et de Soumeya, l'épouse, il y a une entente, il y a de l'amour, il y a du respect. En fait, c'est une famille comme on aime les voir. Donc là, je pense que vous avez compris que c'était une famille normale, qui vit d'amour et d'eau fraîche, comme on va dire, où tout se passait bien et tout était, alhamdoulilah, jusqu'alors. Jusqu'au 24 décembre 2010. C'est là que le cauchemar pour la famille de Rabi' et surtout Rabi' va commencer. Donc, ce 24 décembre 2010, Rabi' et son frère ont pris leur repas du midi. Ensuite, quand ils ont fini ce repas, la grande sœur de 16 ans va venir voir Rabi', lui tendre un billet et lui dire d'aller au hanout du coin, c'est-à-dire à la supérette du coin, pour lui ramener une recharge pour son téléphone et aussi quelques petites bricoles pour la maison. Donc Rabi', c'était pas la première fois en fait qu'il était envoyé comme ça aux courses. C'était quelque chose, on va dire, qui était courant. C'était même sans doute lui, je pense, étant le dernier. Comme la boutique, le hanout n'était pas très loin, c'était lui qu'on envoyait à chaque fois. C'est pour ça que ce jour-là, quand sa sœur va lui demander de lui rendre ce service, il va pas du tout hésiter et il va claquer la porte de la maison. Donc au moment où Rabi' il sort de la maison, il est 3 heures de l'après-midi. Donc sa sœur, elle l'attend, mais là il va se poser un problème, puisque maintenant ça fait un peu plus d'1 heure qu'elle est en train d'attendre son frère. Donc elle commence un peu à avoir peur, mais aussi surtout à se demander où il était passé. C'était quelque chose qui était, on va dire, anormal à ce moment-là. Mais elle n'a pas voulu trop paniquer. Elle a commencé à se dire dans sa tête, peut-être qu'il a croisé des petits camarades à lui, des petits amis à lui dehors, sans doute en train de jouer au ballon, et il s'est dit, oh bah je le ramènerai après, il va jouer, et il s'est oublié. Donc là, la première heure est passée et
il n'est toujours pas revenu. Mais là, le pire, c'est que la deuxième heure va passer et aucun attar, ça veut dire aucune trace du petit Rabia. Donc là, la grande sœur, pour elle, c'est tout à fait anormal. Elle va décider de prendre son autre frère avec elle et d'aller à la recherche de Rabia. Parce qu'elle commence à gravement s'inquiéter. Donc, dès qu'ils vont sortir de chez eux, le premier endroit où la grande sœur va s'arrêter, c'est bien évidemment au Hanout, là où elle avait envoyé son petit frère. Donc, elle arrive à la supérette, au Hanout. Donc là, la grande sœur, elle demande à Moul Hanout, c'est-à-dire au propriétaire de la supérette, est-ce que mon petit frère, il est venu chercher une recharge, etc. Donc là, Moul Hanout, le mec de la supérette, il va lui répondre, oui, il est venu, il a pris la recharge, il a pris ce qu'il devait prendre. Et pour moi, il était rentré à la maison parce que ça fait un moment quand même qu'il est passé. Donc à partir de ce moment, monsieur du Hanout, il lui dit, regarde un peu peut-être dans le quartier, t'inquiète pas, il a dû sans doute oublier, jouer avec les enfants, tu connais, t'inquiète pas, juste cherche-le. Donc là, la sœur de Rabia avec son petit frère, il commence à aller dans les lieux où à chaque fois il retrouve son petit frère et où son petit frère avait ses habitudes avec ses amis. Donc il tombe sur les potes de Rabia, il commence à leur poser des questions. Est-ce que tu as vu Rabia? Est-ce que tu as vu mon frère? Etc. etc. Et là, les enfants, ils vont tous dire oui, on l'a vu. Il revenait du Hanout, il revenait de la supérette. Il a acheté ce qu'il devait acheter. Et nous, on l'a vu, genre, reprendre le chemin pour aller directement à la maison. Genre, il s'était même pas arrêté pour jouer avec eux. Donc, là, elle commence encore plus à paniquer et à voir que la situation, elle n'est pas normale. Donc, à partir de ce moment-là, on peut tout à fait s'imaginer et comprendre la panique dans laquelle ce frère et cette grande sœur ont dû faire face. Parce que pour eux, ils ont commencé à avoir de très mauvaises pensées, à penser immédiatement au pire, mais aussi, ils avaient la peur, d'annoncer ça aux parents, de leur dire, Rabia, il est sorti juste à côté, et depuis qu'il est sorti, il n'est toujours pas revenu. Et tout en pensant à ça, à toutes les peurs qui se mélangeaient en eux, les pauvres, ils vont tomber et croiser qui? Ils vont croiser leur père. Donc à partir de là, le papa va dire à ses enfants, mais qu'est-ce que vous faites dehors? Parce il commençait un peu à être un peu tard. Donc là, la fille va dire à son père, écoute, j'ai envoyé Rabia m'acheter une recharge, prendre quelques trucs, mais il est toujours pas revenu. Donc on a peur et on s'est dit, on va sortir pour le chercher. Et depuis, on le cherche, on n'arrive pas à le trouver. Donc, dans un premier temps, le père, il leur dit de ne pas penser au pire, de ne pas paniquer. Alors que la nuit a commencé à tomber, à leur dire que voilà, vous inquiétez pas, Khair, Inch'Allah, il va rien lui arriver. Et sans doute que vous êtes là alors qu'il a dû revenir à la maison. Donc, vous savez quoi, les enfants? On va rentrer et tout ça, ce sera juste un mauvais moment qu'on va oublier. On va retrouver votre frère, c'est sûr, j'en suis certain. Il est à la maison. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive? Donc, entre-temps, quand le père et ses enfants, la fille et le garçon, ils sont en train de retourner vers la maison, voilà la mère qui, elle, avait fini son travail et entre à la maison. Et là, c'est un peu trop silencieux pour elle. Elle regarde partout, elle appelle ses enfants et tout, mais personne ne lui répond. Et là, elle comprend qu'il n'y a personne à la maison. Donc, elle ne va pas paniquer. Elle va juste se dire, peut-être qu'ils sont partis en course tous ensemble, etc. Et ils vont pas tarder à revenir. Donc maintenant, la maman, elle est en train de les attendre. Et voilà le père qui met la clé dans la serrure, qui ouvre la porte et qui rentre accompagné de son fils et de sa fille. Donc là, la mère, quand elle les voit, elle les salue, elle leur sourit. Elle regarde comme ça, elle dit, il n'est pas avec vous, vous n'avez pas ramené avec vous Rabia. De là, que ce soit le père, la sœur et le frère, ils ont eu un frisson et un regard apeurant, ce qui a tout de suite inquiété la maman. Puisque le père va lui dire, mais pourquoi il n'est pas là? Donc la mère, elle dit, non, il n'est pas là, je ne l'ai pas du tout vu. Et pour moi, il était avec vous, il est avec vous. À partir de là, cappuccino, cappuccinette. C'est la panique qui a envahi tout le monde. Donc les parents vont sortir
crier à l'aide auprès de leurs voisins qui sont comme une famille et leur demander s'ils n'auraient pas vu le petit Rabi' ou même si le petit Rabi' ne se trouverait pas chez eux en train de jouer avec leur enfant. Et de là, tout le voisinage va dire que non, qu'ils n'ont pas vu Rabi' et vont se mettre avec la famille à les aider à la recherche du petit enfant. Mais le pire, c'est qu'ils vont chercher partout sans relâchement, dans les endroits même qui ne vous tomberaient pas à la tête. Ils se sont dit, comme c'est un enfant, peut-être qu'il est parti dans cet endroit, qu'il n'a pas su revenir, etc., etc. Ils ont fait 10 000 hypothèses, mais tous les endroits où ils sont partis, que ce soit la famille d'Arabi ou le voisinage qui était en train de les aider à le retrouver, aucune trace de l'enfant. Donc là, le père, il a commencé à avoir en lui un mauvais pressentiment. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Moi, je ne peux pas rester comme ça avec la peur et l'angoisse de ne pas savoir où mon enfant il est. Je vais aller, chose normale, à la police. Donc, il arrive au poste, tout paniqué, il transpire à grandes gouttes, il pleure en même temps, il est totalement perdu et déboussolé et il commence à expliquer son cas à ses policiers. Mais les policiers en face de lui, au lieu de se lever tout de suite et de dire oui, on va chercher, c'est quand même un enfant, c'est pas normal, surtout que le père dit moi, mes enfants, genre il y a 1 heure où ils savent qu'il faut qu'ils rentrent à la maison, jamais ils vont tarder jusqu'à maintenant. Donc genre aidez-moi. Non, les policiers vont dire au père, oh mais t'inquiète pas, c'est les enfants de maintenant, ils aiment faire des blagues, peut-être il a fait une petite fugue et t'inquiète pas, il va revenir ce soir ou au pire demain matin, mais t'inquiète pas, il n'y a rien. Donc, le père, il était miskin, tout seul, face au pire. Donc, le père, il va pas vouloir lâcher le steak. Lui, il veut que les policiers se lèvent et cherchent son fils avec lui. Et là, il va leur dire, non, 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 moi, mon fils, il n'y a pas d'histoire de fugue. Nous, on n'a pas de problème, alhamdoulilah, grâce à Dieu, dans la famille. On a une très belle entente et tout ça. Jamais mon fils, il a fait auparavant. Il va pas le faire aujourd'hui. Et surtout, on n'a rien, il n'y a pas d'histoire d'embrouille, d'enfants et tout. Non, ça n'existe pas chez moi. Mais malgré tous les arguments que le père donnait à ses policiers, les policiers lui ont dit que malgré tout ça, selon la loi, il ne pouvait pas en fait lancer comme une alerte de disparition vu que ça faisait pas encore 24 heures. Ils l'ont dit si dans 24 heures, il n'y a aucune trace de ton enfant, c'est là qu'on pourra genre entrer en action. Mais là, on peut rien faire. C'est horrible. Donc, à partir de ce moment-là, Mounir, il repart totalement désespéré du poste de police. Et il rentre chez lui, mais il va pas y rester bien longtemps. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se dit qu'il ne peut pas rester assis sans savoir son fils, il est où et surtout qu'est-ce qui lui était arrivé. Donc il va avoir une idée, il va se dire tiens, je vais commencer à faire la tournée des hôpitaux. Peut-être que mon fils, il a eu un accident et que voilà, il y a quelqu'un, il l'a ramené à l'hôpital. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre sa voiture et commencer à partir dans tous les hôpitaux. Et dites-vous que malgré ses recherches acharnées dans plusieurs hôpitaux du secteur, aucune trace de son fils. Donc là, les 24 heures cappuccino, cappuccinette, elles sont passées. Et la police, elle est rentrée en action. Première chose que les policiers vont faire, c'est qu'ils vont commencer à interroger le père Mounir en lui disant « Est-ce que tu as une rivalité avec quelqu'un? Est-ce que tu as eu des problèmes avec des gens? Est-ce que toi, tu soupçonnes quelqu'un? Tu as des soupçons sur une personne qui aurait pu genre te prendre ton fils, garder ton fils malgré son gré, etc. etc. » Et là, le père Mounir va répondre aux policiers « Absolument pas, j'ai des problèmes avec personne. Vous pouvez demander à tout le monde. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, je m'entends bien avec tout le monde. » Et quand les policiers, effectivement, ils ont demandé dans le voisinage comment étaient les parents, comment était Mounir, le père, comment ci, comment ça, les gens vont tous confirmer les dires du père Mounir, à savoir que c'était une bonne personne, que c'était une famille sans problème, une famille tout à fait normale et que ce qui leur arrivait était juste terrible et aussi incompréhensible. Et là encore, ça va être à chaque fois de plus en plus difficile dans cette attente et dans cette histoire, à savoir que
les policiers, à chaque fois qu'ils vont trouver un petit garçon, ils vont appeler le père Mounir, lui dire on a trouvé un garçon dans la place un tel. Donc le père, le pauvre, il part en courant à cet endroit et à chaque fois qu'il arrive à l'endroit indiqué par les policiers et qu'on lui présente l'enfant, malheureusement pour lui, ce n'est pas son petit enfant. Et donc, il est triste, mais aussi un peu content parce que les personnes qui ont perdu leurs enfants ou que leurs enfants ils ont fait des fugues, ils ont été retrouvés. Donc il rentre chez lui, va commencer ensuite par les policiers, eh bien quand ils vont trouver des corps d'enfants et tout, à le contacter pour lui dire rendez-vous à la morgue, on a trouvé le corps d'un enfant, il faudrait que vous veniez identifier si c'est le vôtre ou pas. Donc à chaque fois, Mounir, il a des ascenseurs émotionnels, il est dans la panique, il espère intimement que c'est pas son fils qui est mort, et d'un autre côté, il se dit, j'espère que cette fois-ci, peut-être que ce soit lui, et qu'enfin, on sache et on retrouve notre fils. Et à chaque fois qu'il allait, c'était pas son enfant. Il ressortait de là déboussolé. Et il était partagé entre deux sentiments, à savoir, Allah yarham cet enfant, paix à l'âme de cet enfant, mais je suis content que c'est pas le mien, mais tout de même, j'aurais été content que ce soit le mien, parce que au moins, pour moi, ça y est, l'histoire, elle serait terminée. C'est trop complexe comme sentiment, et il devait vraiment se sentir mal, le pauvre, il devait avoir ici un poids qui devait être lourd, une tristesse en lui, des sentiments inexplicables, ça devait être vraiment quelque chose de trop sombre. Mais il faut se dire qu'aussi, à chaque fois, il garde quand même espoir. Espoir que quoi? Que l'enfant, soit il va revenir de lui-même, ou soit on va venir frapper à sa porte et lui dire on l'a retrouvé. Le père, la famille vont recevoir un appel, encore une fois, des policiers, leur indiquant qu'un corps avait été retrouvé et qu'il fallait absolument que le père se déplace afin, une nouvelle fois, de procéder à l'identification dans l'espoir, en même temps dans la peine, que ce soit son enfant. Donc cette fois-ci, le lieu indiqué par les policiers était éloigné de 17 km de là où ils habitaient. Donc le père, il va se rendre à l'endroit. Donc là, le père Rabi', il y va dans l'espoir, une nouvelle fois, comme je vous ai expliqué, que ce soit son enfant, mais en même temps que ce soit pas lui. Tous les sentiments, ils sont mélangés en lui. Il arrive auprès des policiers qui vont le mener auprès du corps de l'enfant qui a été retrouvé. Le choc va l'envahir, l'effroi, le désespoir. Pourquoi? Je pense que vous l'avez compris. L'enfant qui devait identifier va s'avérer, malheureusement pour lui, cette fois-ci, le corps de son fils Rabi'. À partir de ce moment-là, il est tombé au sol, il hurlait de douleur, il pleurait, il était perdu. Et c'était le moment le plus horrible de sa vie. L'espoir qu'il était en lui, qu'il avait tant laissé combatif, ne lâchait rien, à toujours vouloir retrouver son enfant, cet instant-là, tout ça s'évanouissait parce que face à lui était recouvert d'un drap le corps du petit Rabi'. Donc le corps a été retrouvé dans une bourgade s'appelant Maghrawa. Donc là, l'effort de tout le monde pour retrouver et avoir l'espoir de retrouver l'enfant en vie, en pleine santé, va s'évanouir. La nouvelle, elle va se propager à une vitesse folle. La mère, quand elle va entendre ça, on n'imagine même pas la pauvre, son état. Elle s'est effondrée, elle hurlait, elle pleurait, elle criait.
elle était totalement dévastée et c'est quelque chose qui est tout à fait normal et compréhensible. C'est quelque chose vraiment d'horrible, surtout qu'ils ont été choqués. Choqués de quoi? De retrouver leur fils, certes, mais de le retrouver mort. C'est-à-dire que quelqu'un leur avait enlevé volontairement leur enfant pour le tuer. Donc de là, les policiers, ils ont directement fait un périmètre de sécurité afin de sécuriser la zone et surtout les preuves matérielles qui pouvaient être autour du corps de l'enfant. Et ils ont donc amassé la foule qui voulait absolument s'approcher du corps. Mais pour les policiers, pour la scientifique, pour tous ceux qui étaient présents et qui ont vu le corps, il leur était impossible de laisser les gens s'en approcher. Car le corps de l'enfant était dans un état, il n'y a même pas de mots assez forts pour le décrire, mais pire qu'effroyable, dans un état, en fait, ça se voit qu'il a vraiment souffert. Il n'y a pas d'autre mot, il a souffert. Vu l'état du corps, vu les visages de ceux qui ont vu le corps, le choc pouvait se lire sur eux. Il y avait même des policiers qui ont des années d'expérience, qui s'éloignaient, qui craquaient, qui pleuraient, qui régurgitaient, genre vomir carrément, tellement que tu peux pas voir ça et avoir une réaction normale, tellement que c'était une véritable horreur. De là, on prend le corps, on le ramène chez le légiste et le médecin légiste commence à faire l'histoire comme il le peut avec le corps. Donc déjà, il avait 34 coups de couteau sur le corps, 16 autres coups faits, comme le médecin légiste a dit, avec l'aide d'un tournevis. Tout ce qui était veine et tout ça, c'était coupé, c'était ouvert. Et de là à là, au niveau du cou, je pense que vous comprenez, aussi on lui avait fait ça. Je ne peux même pas dire le mot, vous allez me comprendre. Donc, les médecins légistes, les policiers, tout le monde est choqué. Tout le monde là a la haine, a de la peine certes, mais a la haine. Et tout le monde veut attraper celle ou ceux qui ont fait ça, qui ont fait subir cette folie, cette injustice, ce crime effroyable à cet enfant, à ce petit être innocent. Et le détail le plus horrible que les médecins légistes vont relater et vont dire, c'est que l'enfant, malgré tous les coups qu'il avait reçus, n'est pas mort de ces coups-là, mais il est mort, j'ai un frisson, il est mort parce qu'en fait, l'enfant, le pauvre, s'est totalement vidé de son sang. Totalement vidé de son sang. En fait, comme ils ont dit, nchef. Il a séché, il n'y avait plus aucune goutte de sang dans son corps. Les médecins aussi ont dit aux policiers que cette manière-là de tuer à la vue des coups, du sang, de l'horreur en fait qui avait été pratiquée, c'est soit la famille, ils ont de véritables ennemis, ils vous ont pas tout dit, il y a une histoire de règlement de compte hyper grave derrière ça, parce que ça montre que en fait, ils ont la haine contre la famille, ou soit que en fait ils détestaient tout simplement cet enfant, mais comme le disent eux-mêmes, comment détester un enfant innocent et surtout comment lui faire tout ça? C'était quelque chose d'horrible. C'est vraiment, moi ça me choque, Et l'horreur n'est pas encore finie pour les médecins et pour les policiers, quand les médecins légistes vont dire qu'ils ont retrouvé au niveau ici du cou, une écriture bizarre, incompréhensible, et qu'à force de bien ausculter le corps de ce pauvre enfant, ils vont retrouver plusieurs écritures similaires et vont très vite faire le lien avec ce qui s'apparente très clairement maintenant à sans doute une histoire de sorcellerie,
vu que les écritures étaient bizarres, inlisables et incompréhensibles, avec des signes et des choses qui ne trompent pas, que c'est du domaine du monde occulte et de la sorcellerie, et que sans doute cet enfant était un enfant Zuhri. Et donc, maintenant, pour les médecins légistes et les policiers, pour eux c'est clair, c'était un enfant Zuhri. Sans doute, il a été attrapé par des gens malveillants qui pratiquent dans le domaine de l'occulte et qui avaient besoin de cet enfant aux particularités Zuhri pour pouvoir atteindre un trésor. Car beaucoup d'enfants Zuhri, malheureusement, sont enlevés et offerts en sacrifice aux forces occultes afin que ces forces occultes-là leur donnent accès à certains trésors dont ils sont gardiens, mais pas sans qu'on leur offre une offrande qui est souvent, et bien malheureusement, ces jeunes enfants-là. Mais ces personnes-là, en offrant aussi ces enfants, il y a l'histoire certes des trésors, mais aussi pour atteindre certains pouvoirs, pour atteindre certaines choses qu'on n'oserait sans doute même pas penser nous. Eh bien ces gens, ils sont tellement prêts à tout, ils ont tellement pas de rahma, ils ont tellement pas d'amour propre, même pour eux-mêmes, de respect, ils pensent tellement pas à la mort ni rien, ils s'en fichent tellement, et bien que pour eux, faire cet acte-là, c'est quelque chose qui est banal pour eux, parce que eux, ils pensent à ce qu'ils vont gagner, si on peut appeler ça gagner, mais ils pensent pas du tout au mal que ça fait autour, aux familles de ces personnes, de ces enfants qui volent. Ils pensent pas non plus qu'ils vont devoir rendre des comptes, ils s'en fichent. Pour eux, c'est que l'appât du gain, et pour eux, si l'appât du gain, c'est de passer par le sacrifice d'un enfant, pour eux, ils le font. Et le pire aussi que je vais vous annoncer maintenant, c'est que quand ils ont retrouvé le corps de l'enfant Rabi', c'est abusé, ils l'ont mis dans des sacs poubelles, ceux qui lui ont fait ça. Dans des sacs poubelles. Ça m'écoeure, j'ai envie de régurgiter tellement que c'est abusé, c'est trop, wallah, c'est trop. Donc, les médecins légistes vont rajouter une autre information, à savoir qu'ils disent aux policiers que quand ils l'ont mis dans les sacs poubelles, ils l'ont pas mis dès qu'ils l'ont tué ni rien, ils l'ont laissé en fait se vider de tout son sang une fois que le pauvre s'était éteint, était mort. C'est là qu'ils l'ont mis dans les sacs poubelles et ils l'ont jeté, ils l'ont laissé comme ça sur le côté, comme si c'était pas un humain, comme si c'était des simples sacs d'ordures. Donc face à toutes ces preuves, à toute cette histoire choquante, et surtout face à cet enfant, le pauvre qui a été tué dans d'horribles circonstances, les policiers, ils sont totalement investis et ils veulent au plus vite que le coupable ou les coupables soient attrapés le plus rapidement possible et les punir, quoi. Donc ils retournent auprès du père Mounir et commencent à lui dire: s'il te plaît, réfléchis à qui aurait pu faire ça à ton enfant, parce qu'on dirait c'est clairement pour nous une histoire de conte. Si tu as eu une dispute avec quelqu'un, essaye de réfléchir, essaye de te rappeler. Genre, les policiers suppliaient même, nous on est là pour toi, on est là pour t'aider et on veut la justice pour ton enfant. Donc, le moindre détail peut nous aider pour résoudre notre affaire. Parce que là, ils lui disent, c'est clair, c'est soit en premier lieu, on t'a fait ça pour se venger de toi, pour se venger de vous, pour une histoire de conte, ou soit c'est une histoire de Zuhri pour récupérer un trésor, etc. Donc, réfléchis bien, s'il te plaît, et donne-nous une piste. Mais là, quand le père Mounir, il entend parler du mot Zuhri, donc il assimile ça au suhur, à la sorcellerie, il dit au policier: mais qu'est-ce que ça a à voir, le monde, le domaine du suhur, de la sorcellerie, dans notre histoire à nous? Ça c'était avant Zaman, ça c'était avant. Maintenant, ça n'existe pas à notre époque. Genre, les mentalités ont évolué. Donc les policiers ils vont lui dire: oui, effectivement, les mentalités ont évolué, mais pas les mentalités de tous. Mais ça existe encore
malheureusement, et surtout que dans notre enquête à nous, avec les médecins légistes, on a des pistes que c'est bien ce cheminement-là, sorcellerie Zuhri, car sur le corps de votre enfant, on a retrouvé à plusieurs endroits des écritures bizarres, incompréhensibles, des mots, des phrases et tout, qu'on n'arrive pas à décrire avec des signes qui sont seulement, selon nous, compréhensibles que par un sorcier, que par quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Là, il est vraiment en train de pleurer à mort, il n'est pas bien, il est choqué face à toutes les révélations que les policiers sont en train de lui faire. Et là, il décide de quoi, Mounir? C'est de se concentrer et de commencer à réfléchir au mieux possible à qui aurait pu lui en vouloir à lui, si bien de lui faire du mal en passant par son enfant. Donc il réfléchit quelques instants entre les larmes, le soupir de désespoir, la peur. Il réfléchit et là il va dire, il y a une personne peut-être qui pourrait être celui qui avait fait ça. Les policiers, ils lui disent, de qui tu parles? Et il dit, c'est une personne qui, selon moi, durant les gnazas, les funérailles, pleurait de manière hystérique et trop, qui n'était pas normal. La Mounir, les policiers l'écoutent et lui disent, ok, donne-nous son nom, son prénom, c'est qui? Donc là, Mounir, il leur dit, cet homme s'appelle Jilali. Et il leur donne quelques informations concernant ce fameux Jilali, comme quoi il serait marié, il aurait des enfants, mais qu'il avait des troubles dans son couple. Et si bien que celui-ci a commencé à penser à prendre une seconde épouse sur sa femme. Et quand il va penser à la seconde épouse, une va lui tomber en tête et il va s'avérer que c'est la sœur, de Mounir, le père de l'enfant retrouvé, le pauvre tué, qui s'appelle Iqbal. Donc un jour, ce Jilali va se rendre chez le père de Mounir, Iqbal, etc. pour, demander la main de la fille Iqbal. Sauf qu'en Tunisie, il est formellement interdit d'avoir une seconde épouse si tu n'es pas divorcé. Donc le père de Mounir va dire, il faut d'abord que je shawar, c'est-à-dire que j'en parle avec la famille pour prendre une décision. De là, et quand le père de Mounir devait prendre des décisions, on va dire, houleuses, il s'en remettait toujours à son fils Mounir. Il lui parlait toujours des sujets sensibles parce que Mounir, c'était quelqu'un qui était mesuré, qui était dans la légalité et qui était toujours de très bons conseils. Donc le père, il lui dit, écoute, le Jilali, il est venu me voir, il a dit qu'il veut se marier avec ta sœur. Sauf que là, Mounir, il va répondre, la loi est quelque chose qui est clair. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème s'il veut se marier avec Iqbal. On en sera plus que ravis, mais il ne peut pas dire qu'il va la marier en étant encore lui-même marié. S'il veut vraiment ma sœur, il va au tribunal, il divorce sa première femme. Une fois qu'il finit toutes les étapes du divorce et que le divorce entre les deux est proclamé, la porte, elle est là, elle est ouverte et ma sœur, elle est là, elle va pas bouger. Mais genre autre chose qui ne sera pas dans la légalité, c'est mort. Et il continue Mounir en disant, si je réagis comme ça, c'est aussi pour protéger ma sœur et lui éviter tout problème avec la justice. Donc, il va voir lui-même Mounir Jilali et il lui dit, écoute, mon père, il m'a parlé du projet que tu aurais de te marier avec ma sœur. Moi, il n'y a pas de problème, nous, on est d'accord, on serait content même. Mais si tu passes par la légalité, tu connais les lois de notre pays comme moi je les connais. Tu sais que dans le Qanoun, dans la loi, si tu n'es pas légalement divorcé de la première, tu ne peux pas prétendre à une deuxième épouse. Donc, va faire le divorce dans les règles, va faire ci, va faire ça. Et ma sœur, en gros, elle t'attendra et vous pourrez vous marier. Mais moi, je vais éviter à ma sœur des problèmes avec la justice et aussi t'en éviter à toi aussi. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, on est bien d'accord que Mounir, à cet instant-là, il est totalement dans le vrai.
Si la loi, elle dit que c'est non, c'est non. T'as pas à aller au-dessus de la loi, genre en gros. Si c'est pas quelque chose qui va être légal, si ça va être un mariage, tu vas prendre ma soeur juste pour t'en amuser et après tu vas la tège, en gros, c'est ça que Mounir y pensait, c'est mort. Et retourner à ta première comme si de rien n'était. Non, non. Genre en gros, pour lui, Mounir, sa soeur, c'est pas un passe-temps. Tu veux te marier avec elle, tu vas te marier avec elle, mais tu vas te marier déjà avec elle à la vue de tous et tu vas te marier avec elle avec les papiers. Mais le problème à cet instant que Mounir ne savait pas et ne soupçonnait absolument pas, c'est que Djilali, toutes les paroles que Mounir était en train de lui dire et qui étaient juste correctes et vraies, et tu peux pas dire « Ah, j'avoue, t'as tort, j'avoue, t'as raison », eh ben, il a commencé à faire naître en lui, Djilali, une haine envers Mounir, parce que pour lui, il l'empêchait de se marier, il empêchait d'être avec sa sœur, et genre en mode, dans la tête de Djilali, c'est qui toi? Pour genre en gros, tu me défies moi, tu sais pas qui je suis. Et donc à partir de là, il a eu une haine et une aversion innommable contre Mounir, qui le pauvre voulait juste éviter les problèmes à tout le monde et surtout à sa sœur. Parce que dans la tête de Djilali, il savait pas que Mounir, vis-à-vis de la famille, c'était lui qui donnait les décisions. Genre, en fait, pour lui, maintenant, il savait que c'était mort. S'il divorce pas, il aurait jamais sa sœur. Donc, Djilali, comme je vous ai dit, il a eu une haine profonde envers Mounir. Un jour, il va croiser un des frères de Mounir. Il va se mettre, Djilali, à discuter avec lui et lui dire, tu sais pas, Wallah, ton frère, je suis en train de lui préparer un coup qui va l'abattre, un coup où toute sa vie, il pourra jamais m'oublier tellement que je vais lui faire mal et je vais lui faire regretter le fait de m'avoir refusé la main de votre sœur. Il est pas prêt. Ce que je vais lui faire, ma vengeance, il s'en souviendra à mort. Donc là, Mounir, il a raconté ce que je vous ai dit au policier et il dit, moi, dans ma tête, je vois que lui parce que vraiment, ses pleurs n'étaient pas normales. La manière hystérique dans laquelle il pleurait, ok, c'était un enfant qui voyait dans le quartier et tout ça. Peut-être ça aurait été son futur neveu, mais de là à pleurer comme ça, genre, il dit, Mounir, moi, je pleure comme ça, ok. Ma femme, ok. Ses frères et sœurs, ok. Sa famille qui le connaissent, ok. Mais pour que lui, qui avait tenu des propos haineux envers Mounir, vienne pleurer de manière si hystérique comme ça, c'était très soupçonneux pour Mounir, si bien même qu'il va dire à la police, pour moi, il cache quelque chose. Parce que sa manière de pleurer, c'est des pleurs de regret, c'est des pleurs pour cacher quelque chose tout simplement. Donc les policiers, comme je vous ai dit, cette histoire, elle les a tellement touchés, ils étaient dans la peine, mais aussi dans la haine et surtout dans l'empressement d'attraper la personne coupable. Ils vont directement aller chez Djilali, l'arrêter et le ramener au poste. Et là, au fil de la discussion entre les enquêteurs et Djilali, il va s'avérer qu'on va apprendre quelque chose qui va choquer tout le monde, c'est que Djilali est marié, mais avec la sœur de Mounir, avec Iqbal. Et ils sont mariés. Genre en gros, ils ont fait juste une fatiha vite fait comme ça. C'est pas avec les papiers ni rien. Donc déjà là, premier point noir pour Djilali vis-à-vis de la justice. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est interdit. Donc les policiers, quand ils ont cette information, ils vont aller aussi arrêter la sœur de Mounir, Iqbal, pour motif que tu t'es marié, t'es pas dans la loi. Ton mariage, il est caduque, genre en gros, il vaut rien. On ne le prend pas en compte et vous savez très bien que c'est interdit, mais vous êtes quand même marié alors qu'il a déjà une première femme. Donc elle a arrêté pour ça. Et Djilali, il a arrêté lui aussi pour les mêmes faits qui sont reprochés à son épouse, Iqbal, mais aussi parce qu'il est soupçonné d'avoir commis le crime sur l'enfant. Donc lui, c'est pour deux choses. À partir de là, les policiers, ils lâchent pas l'affaire durant leur interrogatoire. En face de Djilali, ils lui posent la question, qu'est-ce que tu as à voir avec le crime de l'enfant? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi si? Donc Djilali, il va être clair, il va leur dire, écoutez, moi, par rapport au mariage, à ce que vous me reprochez, ok, j'ai merdé, je sais que c'était interdit, je l'ai fait, d'accord? Mais
Concernant autre chose, à savoir le crime de l'enfant, moi, j'ai rien à voir. Et si vous pouvez me reposer 1 milliard de fois la question, ma réponse sera la même. Je n'ai rien à voir avec ce crime odieux qui a été commis à l'encontre de cet enfant. Donc l'enquête, elle est toujours en cours et au moment où l'enquête elle est en train de se poursuivre, les parents vont être invités à une célèbre émission qui était beaucoup regardée, appréciée du peuple tunisien, qui s'appelait Moussamih Karim. Mais c'était aussi bien pour les parents du petit enfant de participer et de passer à cette émission, dans l'espoir que s'il y a une personne qui la regarde, puisqu'elle était énormément regardée, eh bien d'apporter des éléments nouveaux à l'enquête afin de faire toute la lumière sur cette sombre affaire, mais aussi de faire entendre leur voix, de parler de leur fils et voilà, d'un peu se sentir le peuple proche d'eux et les soutenir dans leur épreuve. Ils ont raconté la disparition de leur enfant jusqu'à toutes les angoisses qu'ils ont vécues, jusqu'à quand les pauvres ils l'ont retrouvé, le désespoir, tout. Et même qui pour eux était le coupable. Mais bien sûr, pour eux c'était indéniable que c'était Djilali. Donc à partir de ce moment-là, l'affaire elle a vraiment éclaté encore plus et là tout le monde était au courant et ils ont eu toute la sympathie on va dire et le soutien de tout un peuple derrière eux et à partir de là pour Djilali c'était le cauchemar parce que tout le peuple demandait eh bien la plus grosse peine, à savoir la peine de mort et qu'il soit arrêté et que justice soit faite et soit rendue à l'enfant. Malgré tout ça, on retourne à l'enquête, on retourne surtout auprès des policiers et malgré leurs recherches acharnées pour faire établir un lien entre la disparition de l'enfant et Djilali, ils n'ont trouvé aucun moyen, malheureusement, de relier l'enfant à Djilali et à sa disparition. Donc pour eux, il n'était plus possible de le retenir en mode en prison et ils ont dû au vu des peu d'éléments qu'ils avaient, c'est de le libérer. Donc lui il est sorti on va dire libre, mais elle qui était sa femme, la sœur de Mounir, Iqbal, a fait seulement 1 mois de prison. Donc Djilali quand il sort de prison, il va pas perdre de temps et lui aussi va aller pour participer à l'émission Moussamih Karim parce que depuis qu'il était sorti de prison, pour lui c'était un véritable cauchemar vu que les parents ont dit et soupçonné fortement que c'était lui. Donc les gens, dès qu'ils l'ont vu qu'il était libre, ont commencé à l'insulter, à lui dire des gros mots, à vouloir le frapper. Il lui jetait même de la poubelle, genre en mode. Et lui, il a voulu en fait passer à cette émission pour aller jurer devant tout un peuple qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de cet enfant, etc., etc., et faire entendre sa voix parce qu'il commençait à avoir peur, vu que, voilà, c'est comme si sa tête, elle avait été mise à prix. Mais sur le plateau, on va dire, de l'émission, il n'y avait pas que le cas de Djilali. En fait, il y a même les parents de l'enfant, Mounir et Soumaya, qui sont venus pour participer à l'émission. اللي جا واعتدى على ربيع وخطفه من العالم الكل اختار ربيع فهم نتمنى نعرف المجرم شكون نتمنى نعرف حق ولدي ونعرف المجرم شكون مش انت برك والله مش انت برك انا موجود في الدار واختك موجوده في الدار انا دار اختك موجوده في الدار انا دار في دار شكون في دار شكون مانيش في داركم قتلك اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله لو يعرضوا عليا مال الدنيا قولوا لي انا العبد اللي نحكي معك قم بالعمليه هذه مستحيل. Donc durant l'émission, le Djilali n'arrêtait pas de qasam, c'est-à-dire de jurer qasam, que Zama il a rien à voir avec le meurtre, le crime odieux que leur fils a subi, genre qu'il en était désolé, il faisait que de jurer à tout va et tout, mais dans la tête et dans le cœur de Mounir, ça lui disait que c'était lui qui avait fait tout ça. Et il voulait pas en gros le pardonner ni rien. Il savait qu'un jour la vérité elle va éclater et que ça montrerait à tous que Djilali, là qui est devant vous, qui jure comme ça, vous allez voir un jour, vous allez être choqué, vous allez vous dire j'avais raison, c'était lui le coupable. Il faut savoir
que ça, maintenant c'est ça le pire, c'est que Mounir, son père, sa mère, sa famille, ils vont être contre lui. De quelle manière? De la manière la plus choquante au possible, à savoir que laisse notre gendre tranquille, il a rien à voir, tu es en train de l'accuser à tort, c'est pas bien comment tu réagis avec lui, tatati, tatata, bref. En fait, ils ont préféré soutenir leur gendre et pas soutenir le propre fils dont il y a encore quelques temps de cela, tout le monde se tournait vers lui pour les conseils, pour demander de l'aide et tout, et qui était lui, au contraire, disponible pour sa famille, pour que aucun mal ne les atteigne. Aujourd'hui, il est délaissé, abandonné par eux dans sa mahna, c'est-à-dire dans son grand malheur, dans ses grandes douleurs, au profit de quelqu'un qui reste malgré tout un étranger. Et pour boucler la boucle, il faut se dire, Cappuccino, Cappuccinette, que les parents et la famille de Mounir vont mettre Mounir de côté et ne plus lui parler. Donc Mounir, miskin, il s'en veut parce qu'il veut attraper le meurtrier de son fils et lui rendre justice et s'apaiser, et que l'âme de son fils elle soit à son tour apaisée car le meurtrier aura été rattrapé. Et un jour, le père Mounir est assis à une terrasse de café à penser, à réfléchir à quel plan il allait faire pour prouver que c'était Gilali qui a fait du mal à son enfant, mais aussi pour essayer de réfléchir à s'en sortir et à se relever de ce grand malheur. Et tout en réfléchissant comme ça en terrasse, un homme va venir se présenter à Mounir et lui dire « Malu Minari, je sais et je connais le meurtrier de ton fils. » Mais pas seulement ça, Cappuccino, Cappuccinette, parce que cet homme affirme qu'il connaît, comme je vous l'ai dit, le meurtrier, mais qu'il sait aussi les circonstances de la mort de son enfant, c'est-à-dire la manière dont la personne a utilisé les outils, tout sur le corps du petit Rabi pour mettre fin à ses jours. Bref, énormément de détails qui ont laissé sans voix Mounir. Et Mounir, cet homme qui s'est présenté à lui, il ne l'a jamais vu de sa vie. Donc c'est encore plus flippant à cet instant pour Mounir et plus incompréhensible pour lui qu'un homme se présente comme ça alors qu'il est tranquillement posé en terrasse en train de réfléchir à la manière dont il va faire tomber Gilali. Et là, comme un cheveu sur la soupe, Dieu lui a envoyé cet homme. Donc Mounir, un peu après le choc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va proposer à cet homme de s'asseoir en face de lui et de lui raconter toute l'histoire. Mais là, deuxième moment d'incompréhension pour Mounir et pour nous qui va vivre, c'est que l'homme va refuser de s'asseoir tout simplement pour lui dire « Non, moi je vais raconter l'histoire et je la raconterai qu'une seule fois, mais je ne la raconterai pas à toi, je la raconterai qu'une seule fois directement au poste de police. » Donc là, Mounir, il est choqué. Il voit que c'est pas un jeu et que c'est sans doute l'homme qui détient toute la vérité, là, qui est en face de lui. Donc Mounir, il se lève d'un seul bond et il lui dit « Vite, on y va maintenant ». Il court avec lui au poste de police. Et ils vont rentrer dans le poste de police. Mounir, il va expliquer vite fait à l'agent d'accueil, voilà. Donc Mounir, bon, maintenant tout le monde connaissait son histoire, son affaire. Donc là, ils vont prendre le cas au sérieux et ils vont les rentrer chez les enquêteurs, qui est en train de travailler sur son affaire sans relâche. Donc pour eux, les enquêteurs eux-mêmes, ils sont choqués. Genre, ce mec-là, nous qui sommes enquêteurs, on n'arrive pas à démêler le vrai du faux, mais il dit genre qu'en gros, il a la clé de toute cette affaire. Donc eux aussi, ils n'ont pas voulu perdre du temps, ils les ont installés dans un bureau. Un policier s'est mis comme ça et a commencé à dire à l'homme « Pars ». Donc ce mystérieux homme va donner son identité, va donner son prénom. Il s'appelle Abdel Star. Et il dit que l'homme qui est passé dans l'émission El Moussamih Karim, en parlant de Gilali, lui avait avoué tout le meurtre, tout le crime odieux
qu'il avait fait. Il le connaît, qu'il lui a parlé et que Gilali, de sa propre bouche, lui a avoué le meurtre de cet enfant. De là, les policiers, ils lui disent « Es-tu certain de le connaître et es-tu certain de tenir et de responsabiliser les propos que tu tiens envers lui ?» Parce que nous, durant notre enquête, on a essayé de faire une liaison entre lui et le petit et on n'a trouvé aucune trace qui relie cette affaire. Donc en gros, si tu mens, tu vas prendre cher. Là, le Abdel-Sattar, il va leur dire « Je suis certain de mes propos que je vais vous raconter l'histoire du meurtre horrible de cet enfant m'ont été racontés par Gilali en personne. » Donc, les policiers, les premières questions qu'ils ont envers lui, c'est « Comment tu le connais ? Où tu l'as connu ? Et comment, surtout, il t'a avoué avoir fait cette chose horrible ? On veut savoir. » Il leur dit tout simplement « J'ai connu Gilali en prison. » Bon, il faut savoir que dans les premiers temps, quand j'étais en prison, Gilali n'était pas avec moi dans la cellule, il était dans une autre cellule. Mais c'est en venant, plus tard vous allez comprendre au fil de l'histoire, dans ma cellule, eh bien qu'il m'a avoué avoir fait ce crime-là. Gilali, il avait un problème. En fait, dès que c'était l'heure de dormir et qu'on était dans la nuit, Gilali commençait à avoir d'énormes et d'effroyables cauchemars. Le faisait parler durant son sommeil. Et il disait des choses qui étaient bizarres, telles que « Non, il ne faut pas le tuer comme ça. Non, il ne faut pas lui planter le couteau ici. Donne le sac poubelle. Donne ci, donne ça. » Bref, énormément de détails troublants qui ont été retrouvés au cours de l'affaire que vous êtes en train de mener. Donc là, Mounir et les policiers, ils sont sans voix et ils invitent l'homme à continuer dans ses révélations. Donc, dans la première cellule où était Gilali, l'homme qu'il a partagé avec lui va tout simplement un jour le wager, c'est-à-dire le confronter et lui dire « Écoute, durant la nuit, tu fais des rêves étranges et tu parles et mec, ce que tu dis durant ton sommeil, durant tes cauchemars ou durant tes rêves là, c'est trop bizarre, ça fait peur, c'est très très grave. C'est très très grave. Donc, c'est quoi cette affaire ?» Et Gilali, il s'était emporté contre le mec de cette cellule. Et si bien qu'il lui a dit « Laisse-moi tranquille, tu dis n'importe quoi, pourquoi tu veux m'inventer une life ?» Et il est parti voir les gardes et il s'est plaint du mec et il a demandé à changer de cellule. Donc, les gardes, ils vont accepter et ils vont le changer dans une autre cellule qui sera la cellule, vous l'avez compris, de ce Abdel-Sattar. Et c'est là que Abdel-Sattar va lui-même entendre, tout comme l'autre monsieur de l'autre cellule, durant la nuit, tous les propos que durant son sommeil, Gilali tenait, à savoir le sac poubelle, le couteau, le sang, maintien comme ça, l'enfant, tatati tatata. Donc il a été choqué, troublé et apeuré, et lui-même il va avoir Abdel-Sattar la même réaction que l'homme avait eu dans la cellule d'avant, à savoir aller confronter Gilali et lui demander des comptes sur ses cauchemars, sur ses dires qu'il tenait durant son sommeil quand il était inconscient. Genre parle, raconte. Donc quand il est parti, eh bien Abdel-Sattar confronter Gilali, il s'est, comme la première fois, Gilali énervé à dire tu mens, mensonge, etc. De toute manière, je vais aller voir des gardes et je vais demander une nouvelle fois à changer de chambre et tout parce que si, parce que ça. De là, le mec, il va rentrer, on va dire, dans le jeu du Gilali et il va pas faire la manière forte. Au contraire, il va adopter une autre stratégie. Il va lui dire écoute, que ce soit la cellule d'avant, ma cellule à moi ou la prochaine où tu iras, il t'arrivera toujours le même problème. Donc moi, je serai toi. Fais-moi confiance, apaise ton cœur, raconte-moi cette histoire, raconte-moi cette affaire et je t'en assure que dès que tu en auras parlé, tu vas te sentir dégagé, tu vas te sentir soulagé et tu vas retrouver un sommeil normal. Et moi, je ne te trahirai pas. De toute manière, on est tous là pour des choses, voilà, graves. On n'est pas là parce qu'on est des gens. Donc, tu peux me faire confiance et surtout ne pas prendre le risque d'aller parler dans une autre cellule et que ça commence en fait à savoir que peut-être tu aurais fait quelque chose de totalement horrible. Donc, voilà, je serai ton oreille attentif. Tout ça parce que le Abdel-Sattar, tout ce qu'il entendait durant la nuit, c'était pas possible que ce soit vrai. Et il voulait en fait juste s'en assurer. Mais malheureusement pour lui,
eh bien, il va s'avérer que tout est vrai. Donc, première chose que Jilali va avouer, c'est dire « Je suis l'homme qui a tué un enfant » et « Hamdullah », il emploie le terme « Hamdullah », ok, que je n'ai pas de preuves à mon encontre, même s'ils ont essayé d'assimiler l'histoire du meurtre de l'enfant Rabi' à la mienne, eh bien, ils n'ont aucune preuve là-dessus. Donc, pour Abdel-Sattar, à cet instant, il est quand même perturbé parce que Jilali lui dit, genre, en gros, j'ai tué un enfant, mais si je suis là, c'est juste parce que, en gros, je ne sais quoi. Donc, Abdel-Sattar lui dit, mais attends, si t'es en prison, c'est pas parce que, genre, en gros, t'as fait la charité, t'as aidé les gens. Si t'es en prison, c'est parce que t'as fait quelque chose de grave, de punissable. Donc, je comprends pas. Il lui dit non, moi je suis là parce que voilà, je me suis mariée avec la sœur du mec du petit que j'ai tué sans déclarer et tout. Mais voilà, et je pense aussi que ils me retiennent mais sans preuve parce que juste le père a de forts soupçons sur ma personne comme quoi j'aurais tué son fils. Mais bon, ils vont jamais réussir à faire un lien entre moi et lui. Il lui dit Jilali, moi je connaissais un sorcier aussi et on a parlé des trésors qui sont gardés par les djinns, par les démons et tout, et qu'on rêverait d'en sortir un, que le sorcier il a dit aux gens en gros j'aurais tellement d'argent que j'aurais plus besoin ni moi ni personne en fait de mes enfants et tout, de travailler et tout, parce que il y aura ce trésor. Mais la seule manière pour que ces djinns lâchent ce trésor, eh bien c'est de leur offrir Qurban, c'est une offrande à un enfant, mais il nous faut absolument pas n'importe quel enfant, un enfant lambda, il nous faut un enfant dit Zuhri. Donc j'ai demandé au sorcier c'est quoi Zuhri, il lui a expliqué et aussi il lui a expliqué les particularités que ces enfants, particularités physiques que ces enfants portaient en eux. Et donc, Jilali, il lui dit, ok, est-ce que tu peux me décrire ces particularités-là pour reconnaître un enfant Zuhri? Et il lui dit, il commence directement, on va dire, le sorcier, bah, ils ont des yeux comme ça. Et c'est là que Jilali, dans sa tête, il va se rappeler qu'un enfant, il a cette particularité-là. Et qui était l'enfant? Eh bien, c'était Rabi'. Il a entendu la particularité des yeux, ce trait physique-là particulier des enfants Zuhri. Il a pensé, comme je vous ai dit, à l'enfant Rabi', mais surtout aussi, pour lui, il a dit qu'il allait faire une pierre deux coups. Le premier truc, c'est qu'il allait devenir riche avec le trésor en offrant l'enfant et qu'il aurait de l'argent, etc., etc. Mais la deuxième chose, ça lui permettait, il le dit, eh bien, de se venger de Mounir par rapport au premier refus qu'il avait vis-à-vis de lui pour sa sœur et qu'il avait la haine contre lui et qu'il voulait absolument lui brûler son cœur de douleur, lui faire mal, lui faire regretter son refus. Donc il réfléchit durant des jours, voilà, sur qui pourrait l'aider à effectuer ce plan et va lui tomber en tête. Et là, j'espère que vous êtes bien assis et assises. Eh bien, Iqbal, la tante de l'enfant Rabi' et la sœur de Mounir. Donc, Jilali, ni une ni deux, il est parti en aviser et en parler à Iqbal, la tante. Et la tante, au lieu de lui foutre une baffe, de le balancer à la police, de le rejeter et de rejeter ce plan diabolique, c'est le cas de le dire, elle va accepter. Pourquoi? Parce que Jilali, il l'a tma'. Jilali lui a vendu du rêve, tu vas devenir ci, tu vas devenir ça. En plus, ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Donc, la meuf, en fait, elle a oublié son neveu, elle a tout fait, en fait. Tout ça pour le bien matériel. Donc, elle va accepter, c'est fou, mais c'est vrai, la proposition de tuer dans d'horribles circonstances l'enfant Rabi', et elle va même pousser plus loin en disant à Jilali, il y a même quelqu'un d'autre qui pourra nous aider à accomplir ce meurtre. Qui est cette autre personne? Eh bien, c'est sa propre sœur, une autre sœur de Mounir qui s'appelle Soumaya. Et là, je sais, vous êtes choqués, moi-même j'ai été choquée.
Parce que on se dit, c'est pas possible que deux tantes paternelles se mettent en commun accord pour aider une personne étrangère à leur famille à tuer un membre de leur propre famille, de surcroît un enfant sans défense, tout ça pour la part du gain. Eh ben, c'est bel et bien malheureusement arrivé. Et le plus choqué de tous à cet instant, bien sûr, d'apprendre ça, c'est Mounir. Mounir, il n'en revient pas. Pour lui, c'est pas possible. Il n'est pas en train de dire que ses propres sœurs qu'il aime, qu'il défend, qu'il chérit, ont à voir avec le meurtre de son fils. Donc là, Abdel-Sattar, il poursuit en disant que Jilali lui a dit que la première tentative qu'ils ont fait, bon, bien évidemment, Soumaya avait accepté le plan, qu'ils avaient fait, c'est que Soumaya, la tante de Rabi', était un jour partie chercher Rabi' qui jouait avec ses amis du quartier devant chez lui, et l'avait ramené à Jilali. Sauf que Jilali lui a dit « Comment tu l'as attiré vers toi ?» Et là, Soumaya lui a répondu « Bah rien, j'ai été devant chez lui, il est en train de jouer avec ses camarades, avec ses amis, et j'ai mis ma main dans la sienne et je l'ai ramené. » Là, Jilali lui dit « Non, c'est pas comme ça en fait. Parce que là, en fait, les gens t'ont vu partir avec lui. Donc, en gros, c'est mort. Retourne avec l'enfant de là où tu l'as pris, genre retourne-le. Et c'est pas comme ça qu'on va procéder. Parce que là, genre, en gros, c'est pas discret. » Donc là, bah, il a retourné devant chez lui et ils l'ont laissé durant quelques jours tranquille. Mais durant ces quelques jours-là, en fait, il le surveillait dans ses moindres faits et gestes de loin. Et va arriver le fameux jour où la grande sœur va demander à son petit frère d'aller lui chercher la recharge, comme je vous ai dit au début de l'histoire, au Hanout. Et c'est là que Rabi' il était effectivement bien parti au Hanout, il a effectivement bien acheté la recharge et il était bien effectivement en train de retourner chez lui, sauf que vont s'arrêter en voiture Jilali, Soumaya et Iqbal à son niveau. Ils ont baissé la vitre et on dit à Rabi' de monter dans la voiture, viens on va te déposer devant chez toi à la maison. Et le petit il va pas du tout se méfier, ni prendre garde, ni faire attention, tout simplement, puisque dans la voiture il voit ses tantes avec un monsieur et qu'il aperçoit de temps à autre dans les alentours. Donc il monte et à peine il est assis derrière qu'une de ses tantes lui met sur le côté un coup de couteau. Mais là, Jilali, il va s'énerver et crier sur l'une des deux tantes, celle qui a mis le coup de couteau, eh bien, à Rabi', non, il nous le faut vivant. Et là, je vous demande, Cappuccino, Cappuccinette, de vous imaginer l'incompréhension et la terreur que Rabi' a dû ressentir. Déjà, de voir une de ses tantes le planter, ça devait être horrible, d'avoir cette douleur, mais d'entendre qu'il nous le faut vivant et qu'il comprend rien, le pauvre, à ce qu'il attendait. Et donc, de là, le pauvre, il est pris au piège. Pris au piège par qui? Par les gens qui, pour lui, sont comme ses mamans, puisque c'est les tatas, c'est les sœurs de son père, et ils ne peuvent pas lui vouloir du mal ou lui faire du mal. Donc, le pauvre, ça devait être un sentiment horrible qu'il a ressenti. Donc là, aussi pour Jilali, c'était par rapport au dire du sorcier qu'il fallait que l'enfant Rabi' reste le plus longtemps possible vivant, puisqu'il lui avait donné des papiers avec les rites à suivre, des choses à faire. Voilà, il y avait un ordre à respecter, mais l'ordre, on va dire, le plus important, c'est que l'enfant, au moment du sacrifice, eh bien, il soit vivant. Donc Abdel-Sattar, il leur dit aussi que l'endroit du meurtre, c'est où? C'est dans la ferme Intel, et cette ferme, elle appartient à Jilali. Mais sauf que Jilali, lui, l'a loué à des gens, mais pour pouvoir en fait effectuer le crime le plus éloigné des gens et du voisinage, et que malgré voilà les cris que il a fait l'enfant Rabi', Allah yarhamou à son âme, le pauvre, bien personne ne pourrait venir à son secours, ni l'aider, ni rien entendre. Donc il est parti voir les gens à qui il louait sa ferme, le Jilali. Il leur a dit qu'il doit effectuer des travaux importants et qu'ils doivent partir pendant quelques temps, mais qu'ils pourraient, une fois finis les travaux, revenir tout comme avant, genre en gros revivre là-bas. Donc les gens
les locataires, ils sont partis et ils avaient en fait l'endroit où faire le crime parfait. Donc une fois que le policier avait toutes les révélations, tous les dires et toute la vérité sur cette affaire, qui était encore au conditionnel, on va dire, eh bien, ils ont demandé à Abdelstar de rester car ils vont partir chercher les deux sœurs, Somaya et Iqbal, afin de faire une confrontation. Et Abdelstar va dire, moi je suis prêt à les confronter toutes et à faire que cette affaire elle soit réglée et bouclée avant ce soir. Donc, quand les policiers ils sont partis chercher les sœurs, ils sont arrivés et ils leur ont dit on a besoin de vous poser quelques questions, bien sûr sans parler d'Abdelstar, que Mounir était là-bas, ni rien. Un truc genre adi, routine. Donc, elles se sont doutées de rien et elles sont parties avec les policiers. Quand elles arrivent au poste et qu'elles rentrent dans le bureau et qu'elles voient Abdelstar et qu'elles voient surtout leur frère Mounir, elles sont un peu dans l'incompréhension. Tatati, tatata, les détails, le procédé, tout. De là, elles sont choquées. Ça y est, la vérité et le voile, bam, il est tombé et elles ne peuvent pas nier. Donc, elles vont tout simplement, eh bien, confirmer tout ce que Abdelstar avait dévoilé à Mounir et à la police. Et pour Mounir, là, le pauvre, il tombe d'un building, le pauvre, il est choqué, il n'arrive pas à se dire ni à accepter que ce soit ses sœurs qui lui aient fait ça et surtout qui ait fait subir, qui ait mutilé ainsi le corps de son fils, leur propre neveu. Donc les policiers, ils ont commencé à avoir peur d'une chose, c'est que Djilali soit au courant que les deux sœurs se sont retrouvées au poste de police et qu'ils décident eh bien, de prendre la fuite. Sauf qu'ils vont pas lui laisser le temps, ils vont directement en fait décider d'aller l'arrêter sans lui dire, tout comme aux sœurs au début, eh bien que Abdelstar était là-bas ainsi que Mounir. Une fois qu'ils arrivent au poste et que lui à son tour aussi rentre eh bien, dans le bureau et tombe face eh bien, à Abdelstar, c'est comme si tu lui as versé un verre d'eau, un seau d'eau, quel verre, un seau d'eau, et qui s'est mis comme ça, bam, 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 à transpirer à grosses gouttes, tellement qu'en fait, il n'était pas prêt, il était choqué. Sachant en plus que ce Abdelstar n'habitait pas du tout proche eh bien, de cette ville où habitait Mounir, Djilali, etc. Non, lui, il habitait loin. Donc pour lui, c'était le choc. Le choc de quoi? De le voir ici, au poste de police, parce que il a commencé à se dire, est-ce qu'il était venu déballer toute la vérité? À partir de là, Abdelstar, il regarde Djilali. Et Djilali, il va se mettre à lui dire, mais qu'est-ce qui t'a emmené ici? Mais pourquoi t'es là? Mais pourquoi t'es venu? Mais tu veux quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et il était choqué parce que dans la tête de Djilali, il se disait, ça y est, je vais me faire Edem. Edem, c'est quoi? C'est la peine de mort, c'est bon, je vais mourir, c'est bon, il a dû tout déballer. Et Abdelstar, il va lui dire, écoute, dans un premier temps, je comptais toujours garder cette affaire que pour moi. Je voulais jamais, genre, en gros, raconter et avouer la vérité, dire que tu as fait ça. Et quand je t'ai vu à l'émission, j'ai dit peut-être que tu as fait ça parce que tu avais tes raisons. Mais quand j'ai vu ce père et quand j'ai vu cette mère pleurer, s'effondrer, toute l'histoire racontée, que j'ai eu les tenants et les aboutissants de tout, il était impossible pour moi de me taire une seconde de plus et de ne rien dire. Je veux que cet enfant trouve la paix ainsi que sa famille et que ceux qui lui ont fait subir tout ça soient punis de la pire des manières. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et tu vas prendre cher. Donc à partir de là, Djilali, il sait qu'il est coincé. Surtout qu'Abdelstar, il lui dit, ce qui m'a énervé, c'est voir la manière dont tu étais arrogant à jurer, sachant que c'était toi, en fait. Et j'ai pas pu supporter, tu m'as agacé, quoi, tu m'as énervé. Donc c'est pour ça que je suis là aussi. Donc ils vont aller chercher les policiers, les deux sœurs, l'installer avec lui Djilali, et la confrontation entre les deux sœurs et Djilali. Et les deux sœurs, elles sont remontées grave contre Djilali qui ne parle pas encore. Genre, les sœurs disent, mais comment, pourquoi tu as parlé? Comment il est au courant de la ferme? Comment il est au courant de ci? Comment ça?
Donc là, Jilali, il va leur répondre et leur dire, écoutez, quand j'étais en prison, je me suis sentie seule, je me sentais pas bien, je dormais plus comme Ben Adem, c'est-à-dire comme un humain normal. Je faisais que des cauchemars, j'ai parlé et lui, il a assisté, il m'a donné sa confiance. Je sais pas comment il a fait et il a réussi à me faire dire. Et moi, à cet instant-là, je voulais juste retrouver un sommeil et avouer ce que j'avais fait, au moins à quelqu'un, en parler une fois pour toutes et après plier cette affaire. Et il m'avait promis que jamais il me trahirait, mais voilà où il m'a trahi. Donc à partir de là, les sœurs, je vous ai dit, elles étaient remontées et elles ont commencé à penser d'une autre manière, à savoir, ouais, elles disent aux policiers, il nous a menacés, il a dit que si on l'aidait pas, il allait nous faire du mal, genre en mode c'est Jilali qui est derrière tout ça, nous on n'a rien fait, on était obligés de l'aider, tatati, tatala. Genre une couverture, quoi. Elles essayent de prendre le moins possible. Mais, toute la vérité, elle avait éclaté. Vous êtes autant coupable et on a encore plus la haine contre vous que lui, parce que vous êtes les tantes de cet enfant, vous êtes censé l'aimer, le protéger. Il vous a donné toute sa confiance, il est monté confiant dans cette voiture sans savoir en fait qu'il montait avec ses bourreaux qui allaient lui ôter la vie de la plus pire des manières. Donc pour les policiers, ils les ont laissés se disputer entre eux, se bouffer entre eux. De toute manière, vous êtes tous poucas, vous êtes tous auto-balancés, vous êtes tous balancés et vous avez tous à voir avec ça. Mais pour les policiers quand même, il manque deux autres éléments à cette histoire. Donc il manque en premier temps le sorcier et en deuxième temps une personne, que ce soit Soumaya, Iqbal ou Jilali, vont dire qui a participé au crime, à savoir le propre fils de Jilali. Donc les policiers, pour eux c'est la course contre la montre, il faut qu'ils attrapent le sorcier et il faut qu'ils attrapent le fils de Jilali avant qu'il s'enfuit et que voilà, ce soit irrattrapable. Donc là les policiers ils courent. Donc là, pour le sorcier Cappuccino Cappuccinette, ils l'ont attrapé en 2-2. Ils n'ont pas galéré à mettre la main sur lui et lui aussi casse prison. Il a avoué et tout. Là, le fils de Jilali, par contre, ça va être une autre histoire. Il va leur donner du fil à retordre. Ça va être difficile de mettre la main dessus. Mais, alhamdoulilah, ils vont tout de même, malgré le temps, un temps long, à l'attraper. Ils vont l'attraper où? Ils vont l'attraper à la frontière d'Algérie. Il allait partir en Algérie et il était à Maflous. Il était rempli d'argent et tout le monde a dit que c'était l'argent du sacrifice, c'est-à-dire que c'était l'argent du trésor qui était gardé par les démons. C'est ça qu'il avait sur lui. Le mec comptait aller faire une autre vie en Algérie normale comme si de rien n'était. Mais, alhamdoulilah, la police l'a attrapé avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour les policiers, ils ont une preuve comme ça, mais il leur faut comme une espèce de preuve matérielle pour bien appuyer sur le dossier et pour qu'ils prennent une peine vraiment très très grave, eux tous. Donc, le premier bonne preuve qu'ils vont avoir, les policiers, c'est qu'il y a une antenne relais à côté de la ferme et ça a borné là-bas que les téléphones de Soumaya, Iqbal, Jilali, le sorcier et le fils, là, ils étaient là-bas. Ils étaient là-bas, là où ils ont retrouvé le corps de l'enfant. Donc ça, c'est une première preuve irréfutable. Deuxième preuve irréfutable qu'ils vont apporter, c'est que les policiers ont demandé au sorcier d'écrire et ils ont comparé en fait l'écriture du policier sur le papier face à l'écriture qu'ils ont retrouvée sur le corps du pauvre enfant Rabir, et la correspondance et la similitude étaient irréfutables. C'était bien lui qui avait pratiqué tout ça. Et donc c'était bien eux, ce cointoire, on dit, quoi, ils sont 5, diabolique, maléfique. Donc cette histoire, elle a révolté et soulevé tout le peuple tunisien. Elle est partie même au-delà de la Tunisie. Dans tous les pays arabes, cette histoire elle a été connue. Tout le monde était écœuré et tout le monde demandait que ces gens aient la pire sentence dans ces cas-là, à savoir la peine de mort. Mais les 5, que les 5 soient exécutés et qu'ils ressentent ce qu'ils ont fait subir à le pauvre enfant Rabi, ce pauvre innocent qui n'avait rien demandé. Donc, tous les 5, Soumaya, Iqbal, Jilali, le sorcier et le fils de Jilali, sont en prison retenus. Et au mois de mars 2021, le verdict tombe, à savoir
que les 5. Pour les 5, peine de mort. Donc après ce verdict-là, des journalistes ont demandé à la mère de Rabi', eh bien, si en fait d'avoir entendu ce verdict-là de la peine de mort de ces 5 personnes, un peu l'apaiser et la soulager dans sa détresse et dans sa douleur et dans la peur de son enfant. Et elle va leur répondre, comment voulez-vous que ça me soulage? Parce que en fait, tout ça, ça ne me rendra pas mon enfant. Mais aussi la mère va demander et demande au peuple eh bien, de la soutenir et de l'aider à faire entendre leur voix par rapport à ce jugement-là. Dans quel sens? Dans le fait que malgré que la peine de mort a été prononcée, ça fait on ne sait combien de temps que tous les gens qui devaient avoir la peine de mort ne l'ont pas reçue en fait. Ils te disent peine de mort, mais comprends que la personne en fait, elle va rester en prison jusqu'à sa mort. Et la mère, elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'ils aient la véritable peine de mort, quoi. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, on arrive à la fin de cette histoire qui énerve, qui rend malade, qui rend triste, qui te montre tous les vices que cette terre comporte. L'amour toxique, la jalousie, l'envie, la trahison, le pouvoir, toutes ces choses dégueulasses qui mène à ce que un enfant innocent soit victime de ça, quoi. Et le pire, encore une fois, je sais peut-être je me répète, mais moi ça me choque que ses tantes lui aient fait ça. Que les tantes aient fait ça, sachant que le frère Mounir a toujours été envers ses sœurs aimant et protecteur, et qu'il ne cherchait, en fait, j'arriverai à le dire en marocain, en arabe, il voulait à sa sœur les maouchen, il voulait que sa sœur elle parte comme une reine au bras de ce Jilali devant tout le monde, genre en étant mariée, pas un mariage cachette comme ça. Il voulait en fait que Jilali la respecte, il voulait beaucoup de choses. Et regarde ce qu'elle lui a fait. Ça me choque, ça me tue, ça me termine, ça m'écœure. J'ai pas de force, j'ai pas de force pour ça. Moi, les crimes Zohri et tout, c'est des histoires. C'est pour ça que beaucoup de fois, ça m'avait été demandé. Et beaucoup de fois, en fait, je mettais comme un voile, je voulais pas parce que c'est des sujets tellement graves, qui blessent tellement, qui énervent tellement, qui dégoûtent tellement que, en fait, je savais pas comment raconter ça. Mais quand une cappuccinette tunisienne m'a envoyé quelques articles concernant cette affaire, je me suis dit, avec tout ce qu'on entend en ce moment, là, aujourd'hui, ça a sa place sur la chaîne. J'ai jamais fait d'histoire de Zohri sur ma chaîne depuis le début. Que je fais des vidéos, et là je pense que c'était le moment de vous faire une histoire comme ça, surtout qu'on entend, comme je vous dis, beaucoup de choses concernant malheureusement les cas des enfants Zohri. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Pour cette fois-ci, je change la fin tellement que cette histoire m'a énervé, m'a retourné. J'ai pas envie d'être joyeuse comme je suis d'habitude. À vous sentir mon salam est haut. Voilà, on le fera dans la prochaine vidéo. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous aviez déjà entendu cette histoire. Et voilà, parce que c'est vraiment des cas horribles et on espère que ça va vraiment s'estomper avec le temps. Bon, malheureusement, je commence à un peu désespérer parce que ça existe depuis des milliers d'années. Et je me dis, on est en 2023 et il y a encore des gens qui pratiquent ce genre de choses. Comme l'a dit Mounir, quand le policier, dans un premier temps, ils m'ont dit on a retrouvé des traces comme quoi qui montreraient que c'est de la sorcellerie et c'est un cas de Zohri. Lui-même, il a dit non, mais ça c'était avant. Mais malheureusement, toutes les choses qu'on croit c'était avant, ça n'existe pas, ça n'existe plus, c'est pas possible. On est en 2023 et il y a des choses encore qui nous prouvent, qui nous montrent que il y a des mentalités qui veulent pas malheureusement évoluer et que tama', c'est-à-dire je sais pas si on dit l'avarice, mais non, l'avarice c'est quelqu'un qui a avare. Genre je sais pas comment on dit, mais genre que les gens ils sont tellement il y a des gens tellement matériels qui sont capables de faire tout pour arriver à leur fin, quoi, malheureusement.
Donc voilà, cappuccino, cappuccinette, j'espère quand même que vous avez apprécié cette histoire. J'espère que vous êtes abonnés, je l'espère, I hope. J'espère que vous me laisserez mon petit like, un petit commentaire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire. Congratulations, félicitations pour les 50K. On est une famille de 50 000 potes, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai hâte de vous refaire une autre vidéo. Désolée, je m'étire comme ça parce que ma jambe, elle m'a tuée. Je vais rester trop appuyée dessus, ça me fait trop mal, ça m'a fait une crampe. Et j'ai trop mal. Mais bon, donc voilà, je vous dis Inch'Allah à très vite. Merci une nouvelle fois encore pour les 50 000 abonnés. Merci de me faire kiffer. Je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram, sur mon TikTok. Sur TikTok, on est arrivé à 157 000 abonnés. C'est aussi un truc de ouf. Donc voilà, venez me suivre sur Snapchat. Bientôt, il y aura quelques petites nouveautés qui vont s'ajouter à mes vidéos, à savoir que je vais commencer à vous faire des petits vlogs, vous emmener avec moi un peu partout, dans des activités que je vais et un peu dans mon quotidien. Si vous avez envie, même si vous n'avez pas envie, j'ai envie de le faire moi, parce que j'ai envie de vous partager un peu plus qui je suis. Comme ça m'a été demandé plusieurs fois par vous, eh bien j'accepte un peu de jouer le jeu. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis un très vite. Et je demande à Dieu, paix pour l'âme du petit Rabi', que Dieu apaise sa famille, Inch'Allah, qu'il soit, Inch'Allah, au paradis, et que tout soit bien là-haut pour lui. Et le jour du jugement, bien que ces bourreaux, ces 5 personnes, soient au plus bas niveau de l'enfer. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!